Maman, c'est qui le monsieur sur le banc? Il a l'air pensif. C'est un Shibani, une personne âgée issue de l'immigration qui a travaillé toute sa vie pour construire ce pays. Si j'avais une gomme et un crayon magique, je gommerais ses soucis et je lui dessinerais un sourire sous sa moustache. Eh oui, mon chéri, nous leur devons tellement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Tu as une idée? Oui, c'est très simple. Je fais un don à la coopérative Shibani, une superbe association qui s'occupe de nos aînés isolés qui souffrent en silence. Et comment tu as fait pour les joindre? Je suis allée sur le site shibani.fr. On y trouve quoi sur ce site? Un tas d'informations pour recréer du lien et leur permettre de prendre la place qu'ils méritent dans notre société. C'est comment déjà? Shibani.fr. CHIBANIS.fr. Bonjour, bienvenue sur Pastel FM. Ce soir, l'émission est consacrée à la présentation d'un livret qui s'intitule « Mieux être informé pour mieux accéder à mes droits », qui est destiné aux personnes âgées vulnérables sur les territoires de Roubaix à Luing, mais comme au final il s'agit de droits communs, peu importe où vous habitez, vous retrouverez forcément des informations utiles. Le livret a été préparé par deux associations, l'association Rencontre et Dialogue et la coopérative Shibani. Et le projet est également soutenu par la Fondation Abbé Pierre, qui joue un rôle important dans les quartiers populaires et dans la promotion des habitants des quartiers populaires. Alors aujourd'hui, on a décidé de vraiment présenter ce projet-là et de présenter le livret et d'inviter les rédactrices et les personnes qui ont coordonné la rédaction de ce livret pour vous présenter un peu les dispositifs et les services qui existent dans ces deux villes-là. Donc aujourd'hui, il y a Yamina Rani, bonjour, et Khadija El Hadi. Bonjour à tous. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter? Et ensuite, on va aborder le contexte, comment ce projet a émergé, comment est-ce qu'il est né? Alors moi c'est Khadija, je suis salariée de la coopérative Shibani, je suis assistante sociale de formation et je suis très très contente d'être avec toi Hakima et Yamina pour présenter ce très 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 beau projet. Alors moi c'est Yamina Rani Zelgui, donc je suis la rédactrice de ce livret, livret qui a été réalisé avec deux étudiantes de licence qui viendront se présenter ultérieurement. Elles sont un petit peu en retard, donc si elles m'écoutent, ne brûlez pas les feux rouges, arrivez tranquille. Et donc, on va vous présenter un peu les raisons qui nous ont poussés à réaliser ce livret. D'accord, ok. Ou je peux enchaîner tout de suite à la limite. Oui, vas-y, dis-nous comment ça a commencé. Oui, alors, le livret Shibani, il est né suite à des réunions, deux réunions qui se sont produites, une à Roubaix et une à Luing. Et durant ces réunions, il y a eu énormément de questionnements, énormément de réflexions autour de la situation des Shibani, de leur accompagnement et de leur prise en charge. Et on s'est rendu compte qu'il y avait cette inquiétude liée à l'accès à l'information et donc à l'accès aux droits. Et donc cette inquiétude, effectivement, elle est légitime puisqu'on se rend bien compte que si on n'a pas une information claire, on ne peut pas accéder à un dispositif et donc accéder aux droits. Et ensuite, avec les membres de la coopérative, l'idée était de pouvoir réaliser un support écrit qui va pouvoir rassembler toutes les informations permettant à une personne âgée ou à son entourage de pouvoir retrouver une information claire au travers ce livret. Donc c'est un livret, comme son nom l'indique, c'est comme un livre, hein, c'est un cahier qui regroupe par thématique toutes les informations utiles, toutes les informations précieuses, hein, parce que je reprends un peu le terme qui a été utilisé, donc des informations très précieuses qui permettront, j'espère, de faciliter l'accès aux droits des personnes âgées, mais également de leur entourage. Préciser que le livret, il est destiné aux Roubaisiens et aux habitants d'Aluing, sachant qu'effectivement, il s'agit énormément de droits communs et donc finalement, tout le monde peut plus ou moins s'y retrouver. Il va falloir, malheureusement non, mais il va falloir actualiser l'information et contextualiser l'information.
puisque selon les contextes, on n'a pas du tout le même dispositif. Yamina, tu parlais de 2 réunions. J'imagine que dans ces 2 réunions-là, il y a eu des choses qui ont dû être dites. Est-ce que vous avez eu accès à des témoignages de personnes directes confrontées à une mauvaise connaissance en fait des dispositifs existants? Oui, alors durant les 2 réunions, à Roubaix et à Hulluin, on a exactement les mêmes inquiétudes, les mêmes interrogations liées justement à la difficulté d'accéder à une information. Alors, je vais parler de ma propre expérience. Je suis ce qu'on appelle une aidante proche, donc une aidante familiale, comme 11 millions de personnes en France aujourd'hui. Et donc, pourtant, je suis plus ou moins à l'aise dans la recherche d'informations, donc que ça soit sur Internet ou me déplacer dans les services pour accéder à l'information. Et malgré tout, j'ai été confrontée à des difficultés pour obtenir une information claire et actualisée. Et parfois même, le professionnel à qui je m'adressais, lui-même n'avait pas forcément cette information. Et parfois, c'est déjà arrivé que l'information soit absolument pas actualisée. Ce qui fait que moi, je vais me déplacer ou je vais téléphoner, mais pour rien. Enfin, quand je dis pour rien, c'est aussi une perte de temps, parce qu'il faut savoir que quand on est un aidant proche, une grande majorité sont des femmes, et ces femmes parfois travaillent, et donc il faut jongler avec le travail, il faut jongler avec la famille, et jongler aussi avec toutes ces démarches administratives. Et donc c'est vrai que dans l'idéal, c'était de réunir dans ce livret toutes les informations pour éviter justement d'être ballotté un petit peu à droite à gauche, d'être papillonné comme ça dans les services. Et puis donc il y a un gain de temps, mais on a aussi une information qui est claire, et puis on peut instruire le dossier très rapidement pour que la personne aidée puisse bénéficier du dispositif. D'accord. En plus, on est dans une ville, ce que tu dis, c'est intéressant parce qu'on est dans une ville comme à Roubaix où il y a énormément de dispositifs, énormément de services. Et on croit souvent que les gens profitent du système, mais au final, les gens ne connaissent pas les dispositifs. Qu'est-ce qui explique ces blocages dans l'accès au droit? Là, tu viens d'expliquer un petit peu le fait que ça change beaucoup, que même les personnels sont en difficulté. Quels sont les autres blocages pour les Chibani qui sont quand même une partie de la population qui est vulnérable? Les blocages, déjà, c'est l'accès à l'information. Déjà, ça, c'est un premier blocage. Exemple, la maison des aidants, qui se situe à Roubaix. Il y en a une à Lille. Donc, la maison des aidants, moi, j'ai été en contact avec eux justement pour réactualiser un petit peu les informations. Et elle me disait, mais c'est étonnant parce que je n'ai pas de personnes âgées issues de l'immigration, les Chibani, hommes ou femmes, qui profitent, en tout cas, qui utilisent, qui bénéficient de ce dispositif de la maison des aidants, en tout cas leur entourage. Et je lui dis, mais c'est, en fait, quelque part, ça paraît logique, parce qu'ils n'ont pas l'information. À partir du moment où on n'a pas l'information, on n'a pas accès au dispositif. C'est aussi simple que ça. Ensuite, on a une autre raison, il y a aussi la barrière de la langue, qui peut aussi être un frein dans l'accès à l'information. Et parfois, on a l'information, mais on n'a pas la compréhension de l'information. Et donc, on peut nous dire qu'il y a des dispositifs existants qui peuvent nous aider, nous accompagner, etc. Mais à partir du moment où on ne comprend pas le dispositif, là, c'est un frein. Troisième raison, c'est que parfois, on a une population âgée, isolée, mais complètement isolée, donc ils ne sont pas entourés d'aidants. Et donc là, il y a une difficulté supplémentaire, c'est que l'isolement fait que, même s'ils ont l'information, ils n'ont pas accès à la compréhension, ils n'ont pas accès aussi à un accompagnement. Dernière raison, alors c'est dans leur esprit, pour une partie d'entre eux, ils n'ont pas le droit à ces dispositifs. Et donc pour eux, c'est des choses qui sont inaccessibles parce qu'ils sont un peu exclus du système, j'allais dire administratif, système de droit de manière générale. Et ce qui peut expliquer le fait qu'ils n'ont pas accès à l'information et qu'ils vivent un peu de manière isolée ou en retrait. Alors, j'aimerais bien revenir avec toi sur la réalisation en elle-même, en fait, de ce livret. Comment vous y êtes prise exactement ? Alors, donc les deux étudiantes qui devraient pas tarder, elles m'écoutent, donc Monia et Lydie qui devraient arriver. Donc ce sont des anciennes élèves en fait que j'avais en classe, et ce sont des élèves qui ont poursuivi leur scolarité brillamment d'ailleurs.
Je les félicite encore de leur parcours, j'en profite. Parce que je sais que les parents écoutent aussi, donc voilà, vous pouvez être fiers de vos enfants. Donc ils ont évolué dans leur parcours scolaire et c'est vrai que moi j'ai sollicité beaucoup d'anciens élèves qui sont aujourd'hui professionnels ou qui poursuivent leurs études en licence ou en maîtrise. Et donc Lydie et Monia, très naturellement, elles ont décidé toutes les deux en même temps d'accepter de se pencher sur ce travail. Et donc, alors on s'est réparti les tâches. On a d'abord réfléchi un petit peu à tout ce questionnement. Donc on s'est aussi basé sur justement les réflexions et les questionnements lors des différentes réunions. Et ensuite, on a alimenté ça à partir de nos recherches respectives. Et donc, alors les thématiques qui revenaient souvent, c'est déjà la première en fait. Pour vous présenter, parce que les auditeurs n'ont pas le livret sous les yeux, mais c'est un livret qui se présente avec une table des matières, donc un sommaire sur lequel il y a les grandes lignes, en fait, les grandes parties, en fait, les questionnements autour de l'accompagnement des personnes âgées. Et donc, nous, on a repris un petit peu toutes les thématiques et on l'a alimenté au fur et à mesure. Et donc, on a par exemple la première partie du livret, c'est autour de l'accès à l'information. Toute simple. En fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Qu'est-ce qui freine l'accès au dispositif ? C'est l'absence d'information, le manque d'information. Et donc là, la première partie du livret, c'est autour tout simplement d'un questionnement. J'ai besoin d'une information. Vers quelle structure je me dirige ? Et donc là, je vais en profiter pour présenter justement les deux structures qui, moi, me semblent des incontournables pour n'importe quelle personne. Alors, aujourd'hui, on parle des personnes âgées vieillissantes, mais je pense que ça peut être utile pour les familles, même pour les jeunes, pour les familles monoparentales, etc. C'est de se diriger vers le CCAS. Donc, alors... C'est un livret dans lequel il y a aussi beaucoup de sigles, mais on a aussi présenté les sigles. CCAS comme Centre communal d'action sociale, c'est un dispositif ce qu'on appelle un dispositif de proximité qui permet en fait, dans un premier temps, de s'y rendre et de poser juste une question. Et à partir de là, le travailleur social ou l'agent d'accueil du CCAS va pouvoir ensuite vous orienter. Et donc le CCAS, c'est quand même, moi je pense que c'est le dispositif vers lequel on doit s'orienter dans un premier temps pour déblayer un petit peu et pour répondre à toutes les questions et ensuite vous orienter si possible, mais aussi vous accompagner si possible dans l'instruction de tous les dossiers nécessaires à votre bien-être et faciliter votre vie au quotidien. Ensuite, il y a le CLIC, qui est le Centre local d'information et de coordination, qui, lui, est un dispositif qui est vraiment axé autour de l'accompagnement des personnes âgées. C'est le dispositif dédié aux personnes âgées. Et donc, que ce soit l'un ou l'autre, vous aurez les mêmes informations. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de là, on va vous donner des petites pistes, des éléments de réponse, et vous allez pouvoir ensuite vous orienter et être dirigé vers, par exemple, la maison des aidants et d'autres dispositifs. Donc, ce livret, en fait, il est rythmé par toutes ces questions. Et donc, on s'y retrouve très facilement. Tout est paginé. Il y a un code couleur aussi qui permet de faciliter le repérage de l'information. Et ce qui est intéressant, c'est que ce code couleur, il est très facile à retenir pour les personnes âgées et leur entourage. Donc voilà, donc on s'est réparti les tâches et on a chacune cherché par partie, par questionnement, tous les dispositifs existants. Mais on a ensuite fait ce qu'on appelle une phase de vérification des dispositifs, parce qu'il y a des dispositifs qu'on avait trouvés mais qui n'existaient pas ou qui étaient erronés. Alors, je vous avouerai que là, le premier jet est sorti en janvier, et puis il y a encore des informations qui sont malheureusement caduques aujourd'hui, puisque ce qu'on disait en aparté avant le début de l'émission, c'est que l'information évolue très très vite, parce que le contexte évolue, parce que les gouvernements évoluent, et comme les politiques sociales évoluent à une vitesse grand V, parce qu'il faut répondre à un besoin, et parfois il y a des influences liées à certaines valeurs portées par les politiques, les dispositifs évoluent. Et on s'inscrit énormément dans une logique de guichet unique, mais aussi de prestations uniques. Donc on voudrait, pour éviter de créer différentes prestations ou différents dispositifs, on voudrait les réunir en un seul dispositif pour faciliter l'accès à l'information. Mais même s'ils font ça, de toute façon, il va falloir quand même chercher l'information, et ça reste une difficulté pour les personnes âgées. Et donc,
On a mis quelques semaines. Toutes les semaines, on avait un rendez-vous pour faire un peu le point sur nos recherches et les difficultés qu'on avait rencontrées. Et ensuite, on réactualisait l'information et on téléphonait pour vérifier que l'information était juste. Et alors parfois, on était aussi confrontés à des professionnels qui nous disaient « mais l'information aujourd'hui, c'est celle-ci, demain, elle changera probablement ». Donc voilà. Et ensuite, il y a eu des relectures par des personnes extérieures parce qu'il fallait que, et donc par toi, Hakima, donc parce qu'on avait nous aussi la tête dans le guidon, et comme ce livret, il fait 50 pages à peu près, donc il y a énormément d'informations, et donc il a fallu aussi avoir un regard extérieur, donc relecture, et ensuite intervention d'autres professionnels de la maison des associations, qui a pu aussi, grâce à leur expertise, ajouter et modifier des choses de ce livret. Il faut savoir aussi qu'il existe d'autres livrets, d'autres guides. Et donc, il y a un guide déjà qui a été édité et qui est réactualisé assez régulièrement par le gouvernement, qui se trouve sur le site du gouvernement. Et donc là, on a une information qui est très généralisée, en fait. Et on a découvert qu'il y avait aussi un guide, le guide des aînés de la mairie de Roubaix, et qui est régulièrement actualisé. Et donc voilà, on s'est inspiré des guides existants. Il y a un guide qui est très, très, très bien fait et qui est destiné aux personnes âgées migrantes, vieillissantes. C'est le guide de l'organisme Areli. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Et Areli a fait un énorme travail autour justement de l'accompagnement des personnes vieillissantes. Et donc là, le livret regorge d'informations et parfois d'informations juridiques très techniques qu'on n'a pas forcément repris dans le livret. Et donc voilà. D'accord. Et ce livret, Khadija, est-ce que tu peux nous dire où on peut le retrouver ? Le livret est disponible donc sur le site internet chibani.fr, donc CHIBANIS.fr, et il sera bientôt disponible sur format papier et distribué dans les structures de Roubaix et d'Halluin. D'accord. Il me semble également qu'il sera imprimé d'ici la fin du mois d'avril et qu'on pourra le retrouver à la Maison des associations de Roubaix. Tout à fait. Donc n'hésitez pas à aller... un partenaire qui a d'ailleurs fait un gros travail de partenariat, de relecture aussi oui, c'est ça. Pour la réalisation de ce livret, il faut le dire ou le souligner aussi. Ouais. Pour la Maison des associations de Roubaix qui se trouve à côté du métro Eurotéléport à la place de la Liberté, donc il ne faut pas hésiter d'ici la fin du mois d'avril à demander le livret, il sera accessible. On va faire une courte pause musicale et on vous retrouve dans quelques minutes. Maman, c'est qui le monsieur sur le banc ? Il a l'air pensif. C'est un Shibani, une personne âgée issue de l'immigration qui a travaillé toute sa vie pour construire ce pays. Si j'avais une gomme et un crayon magique, je gommerais ses soucis et je lui dessinerais un sourire sous sa moustache. Eh oui, mon chéri, nous leur devons tellement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider ? Tu as une idée ? Oui, c'est très simple. Je fais un don à la coopérative Shibani, une superbe association qui s'occupe de nos aînés isolés qui souffrent en silence. Et comment tu as fait pour les joindre ? Je suis allée sur le site shibani.fr. On y trouve quoi sur ce site ? Un tas d'informations pour recréer du lien et leur permettre de prendre la place qu'ils méritent dans notre société. C'est comment déjà ? Shibani.fr. CHIBANIS.fr. Il y a Monia et Lydie qui sont venues nous voir. Bonjour Monia et Lydie, j'espère que ça n'a pas été compliqué. Un petit peu. C'est bon, on est arrivé. Est-ce que vous pourriez vous présenter ? Alors, je m'appelle Lydie Ménat, j'ai 22 ans. Je suis actuellement en licence service à la personne à l'UTC de Roubaix. Donc en fait, j'ai eu mon bac ST2S sanitaire et social en 2016. Et suite à cela, j'ai continué mes études au BTS SP3S, donc services et prestations du secteur sanitaire et social, avec Madame Rani. Et on a continué du coup nos études cette année en licence service à la personne qui s'effectue en alternance. D'accord. Donc, je m'appelle Toami Monio, j'ai 24 ans, j'ai fait un bac ST2S, sanitaire et social. Ensuite, j'ai effectué avec Lydie un BTS SP3S, dont avec Madame Rani. Et ensuite, cette année, je suis en licence service à la personne à l'UTC de Roubaix. D'accord.
Yamina a évoqué assez brièvement le CCAS, qui est un dispositif incontournable dans lequel on peut trouver des informations. Est-ce que vous pourriez approfondir sur le CCAS et nous dire ce que c'est, quel type d'informations on peut se procurer? Oui, alors le CCAS, c'est un établissement qui permet d'orienter et de conseiller tous les publics qui s'y rendent. Ils peuvent par exemple s'y rendre pour des aides pour des instructions de dossiers, donc pour les APA, la CARSAT, toute aide financière comme la PCH. Voilà. On peut aussi s'y rendre pour par exemple si on a des conflits, il y a par exemple des permanences de médiation. On peut y retrouver aussi une assistante sociale pour toute question, que ce soit pour les jeunes par exemple pour leur formation, des adultes qui ont des problèmes financiers, tout simplement. Donc moi j'ai effectué un stage de cette semaine au CCAS de Ronques et en tant qu'agent administratif. Donc je recevais les bénéficiaires qui venaient, tout public différent, énormément de publics différents et toujours avec des demandes différentes. Et généralement, c'était pour des questions d'orientation pour d'autres dispositifs, par exemple. Donc, ils venaient pour une question précise, mais c'était pas... Nous, on les redirigeait vers d'autres établissements, en fait. D'accord. Pour poursuivre, est-ce que ça a été... On a parlé un petit peu parce qu'on a dit qu'il y a des livrets qui existaient déjà. Donc, vous avez fait un travail de recherche, d'actualisation, parce que les informations qui changent assez rapidement. Quelles ont été les difficultés pour vous de réaliser ce livret-là? Est-ce qu'il y a eu des difficultés ou comment est-ce que vous êtes organisé pour réaliser votre travail de recherche? Alors, on s'est... Tu veux parler? Il a fallu que l'on... fouille un petit peu sur Internet. Il a fallu que l'on fasse énormément de recherches sur Internet parce que parfois il n'y avait pas des bonnes adresses ou qui n'existaient plus. Donc c'était assez compliqué. Mais on s'est acharné quand même. Ah oui, ils se sont acharnés, je confirme. Donc ça aboutit à quelque chose et on en est très ravis. Non, c'est un très bon travail. Et là, on va voir un peu les thématiques. Est-ce que vous pouvez évoquer un peu les thématiques qui ont été abordées dans le livret et nous préciser un peu ce qu'il y a, les services? Il me semble que vous avez fait un travail de recherche sur les services qui existent, sur les adresses, sur les numéros de téléphone, sur les horaires d'ouverture. C'est assez complet. Oui. Est-ce que vous pourriez peut-être un peu approfondir Alors, on a réparti le livret dans des grandes thématiques. Par exemple, pour l'hébergement, le logement, toutes les questions, si quelqu'un recherche un hébergement d'accueil, un logement, même pour par exemple s'il y a des problèmes d'insalubrité, vers qui se tourner, vers quel dispositif se tourner pour même avoir des aides financières pour les différents coûts. On a aussi par exemple regroupé pour les personnes en fin de vie, comment faire face à la fin de vie, que ce soit non seulement pour la personne qui est concernée, mais aussi pour sa famille, les proches aidants autour, qui peut accompagner ces personnes-là, et encore une fois, comment va être la prise en charge, en fait. D'accord. On a aussi, par exemple... ils peuvent être accompagnés par une assistante sociale du service social de l'hôpital. Avant toute chose, par exemple, une personne qui doit sortir de l'hôpital et qui a eu qui est en perte d'autonomie, par exemple, elle est suivie par une assistante sociale et c'est un APA d'urgence. Donc ça dure pendant quelques mois, environ 2 mois, et ensuite il faut effectuer un APA classique. C'est quoi l'APA? Tu peux nous préciser? C'est l'allocation personnalisée à l'autonomie. Voilà. D'accord. Et c'est financé par le conseil départemental. Il faut avoir, faut que la personne elle ait plus de 60 ans. D'accord. Et c'est l'assistante sociale par exemple de l'hôpital qui s'occupe de joindre un service à domicile de la ville du bénéficiaire, du patient, et qui met en place du coup cet APA d'urgence. D'accord, c'est intéressant de savoir qu'on peut avoir accès à une assistante sociale à l'hôpital parce qu'on n'a pas forcément l'information. Oui, c'est ça. Et c'est vrai qu'on ne le sait pas. Il y a une assistante sociale dans tous les établissements sanitaires, en fait, les hôpitaux, etc. Et alors, elle peut faire toutes les démarches à l'accompagnement, à la sortie, en fait, du patient. Et donc, cet APA d'urgence, si on n'a pas l'information, on ne va pas forcément réaliser cet APA. Et ce qui veut dire qu'on va se retrouver au domicile en réalisant qu'effectivement, il va falloir être accompagné et donc instruire le dossier d'APA au département. Mais ça prend beaucoup plus de temps.
Alors que l'APA d'urgence, en fait, une fois qu'elle est instruite à l'hôpital par l'assistante sociale de l'hôpital, ça prend une quinzaine de jours pour pouvoir bénéficier de l'accompagnement. Et ça, c'est vrai que c'est une information qu'il faut avoir en tête quand on se retrouve à l'hôpital et on se rend bien compte que la personne a une perte d'autonomie. Et donc cette perte d'autonomie, elle est évaluée selon une grille... laquelle déjà, les filles ? La grille Agir. La grille Agir, voilà. On n'a pas oublié. C'est bien. Et cette grille Agir, en fait, elle permet de jauger un peu le niveau de perte d'autonomie et de réaliser ce qu'on appelle un plan d'aide. Et ce plan d'aide, c'est soit de l'aide à domicile, l'aide ménagère, soit... le financement de protection, ça peut être ça aussi, parce que ça, on ne le sait pas forcément. Des gestes aux cordes, l'aide à la toilette. C'est ça, l'aide à la toilette, etc. Et donc, tout ça se fait grâce au plan d'aide. Et vaut mieux avoir ça en tête. Mais je pense que ça, c'est beaucoup plus... Enfin, c'est une information qui est plus destinée aux aidants que D'accord. à la personne âgée. Et ça dépend des revenus. Est-ce que tout le monde peut bénéficier de l'APA ou ça dépend de... Oui, en fait, lorsqu'il y a l'APA d'urgence, tout le monde peut y contribuer. Par contre, pour l'APA classique, ça sera en fonction des revenus. D'accord. Et là, on disait quand une personne est à l'hôpital, mais quelqu'un qui n'est pas à l'hôpital, comment il fait pour bénéficier de l'APA ? Ah, alors, s'il n'est pas hospitalisé, là, c'est pareil, c'est le CCAS qui peut éventuellement instruire le dossier. Si c'est pas le CCAS, ça peut être aussi l'infirmier qui intervient au domicile. Il se rend bien compte qu'il y a une perte d'autonomie et puis il en réfère au médecin traitant et le médecin traitant peut aussi faire la demande d'APA. Alors il faut savoir aussi que le médecin traitant, ça peut se faire, peut aussi faire une demande d'APA d'urgence. Selon la situation, selon la gravité de la situation, il peut aussi faire cette APA. Et moi, je pense que la personne clé aussi dans cet accompagnement des personnes âgées, c'est le médecin traitant, puisque lui aussi peut donc faire élaborer le dossier, mais aussi mettre en place un plan d'aide. Un plan d'accompagnement, donc l'intervention d'un infirmier, l'intervention d'un kiné, l'intervention d'un orthophoniste aussi. Et donc, lui, il a toutes ces informations-là. Maintenant, il y a des médecins qui n'ont pas toutes les informations. Parce que là, dans le livret, par exemple, il y a une partie sur justement ce que disaient les filles, l'accompagnement à domicile. On peut aussi bénéficier de soins ostéopathiques gratuitement. Il y a des permanences à Roubaix, donc ça, on le retrouve dans le livret. Informations que tous les médecins n'ont pas. D'accord. Donc voilà. Ensuite, on peut aussi bénéficier de lits médicalisés au domicile. On peut aussi, à domicile, bénéficier de l'accompagnement de l'équipe de l'ESAD, l'équipe spécialisée qui accompagne les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou les maladies apparentées, donc toutes les maladies dégénératives. Et donc, c'est une équipe pluridisciplinaire. Donc, il y a alors on les appelle les aides-soins, ou je ne sais plus, soit des professionnels, il y a des ergothérapeutes, il y a des infirmiers, etc. Eux, ils interviennent à domicile pour proposer parfois des activités ludiques pour travailler, par exemple, la mémoire. Donc ça peut être intéressant. Et aussi, mais le gros du travail, c'est aussi d'accompagner les aidants. Parce qu'en fait, on les oublie, les aidants, mais il faut savoir que... c'est quoi un aidant ? Justement, parce que là, je vois que c'est la deuxième thématique du livret. C'est ça. Donc, ce serait vraiment super de revenir sur ce terme, parce que souvent, il y a pas mal de membres de la famille qui aident et qui ne sont pas au courant, en fait, de dispositifs ou d'aide qui pourraient... eux-mêmes, qui pourraient les aider eux-mêmes. Donc, ce serait... qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Il faut savoir que des fois, il y a des personnes qui sont aidants et qui ne le savent même pas eux-mêmes. Donc, c'est toutes les personnes qui sont autour de la personne malade, soit qui y contribuent de façon financière, donc par exemple en prenant en charge certaines charges de la personne, voilà. Soit en effectuant, donc c'est elle qui les ramène au docteur, tout ça, qui prend sur son temps de travail par exemple. Et il faut savoir qu'il existe par exemple comme la Maison des aidants, c'est un étabbissement où tous les aidants peuvent être écoutés. Il y a des plateformes d'écoute de conseils où plusieurs aidants se retrouvent pour parler entre eux, échanger. Et aussi, ils peuvent aussi avoir des échanges avec des professionnels qui les conseillent et les orientent aussi vers d'autres dispositifs dont ils pourraient bénéficier. En fait. Concernant les aides proposées par la Maison des aidants, donc ils peuvent avoir une aide psychologique avec des consultations.
Ils peuvent aussi participer à des loisirs, tous ensemble, partager un moment convivial. Ils peuvent avoir aussi du répit dans les locaux avec des activités telles que le yoga, des massages, et aussi du répit à domicile avec une garde malade. Et ça peut être proposé pendant quelques heures. Alors les aidants, tu disais très justement, Lydie, en fait, les aidants ignorent qu'ils sont aidants. Il faut savoir qu'on a un profil, on n'a pas un profil type d'aidant. On a des enfants aidants. On a des petits-enfants aidants, on a des enfants qui sont scolarisés à l'école primaire qui sont des aidants, puisque parfois ils vont apporter les courses à la grand-mère, ou parfois l'arrière-grand-mère, ou parfois la voisine qui est aussi une personne vieillissante. On a des adolescents, on a des étudiants qui sont aidants. Tous les ans, moi je me rends compte que dans la classe, il y a des étudiants et étudiantes qui sont des aidants familiaux ou des aidants proches. Et on a des hommes et des femmes de tout âge. Et parfois, un aidant peut être âgé de 84 ans, par exemple. Oui. Et donc, c'est vrai que la fourchette, elle est quand même assez large. Hein. Ça peut être un enfant de primaire comme une personne âgée, voire très âgée, qui peut être aidant. Et c'est important, et tu as raison de le souligner, Khadija, c'est le deuxième point du livret. Deuxième point, parce que il faut savoir que 2 aidants sur 3 meurent avant le malade. Meurt d'épuisement en fait, meurt de fatigue, meurt de pas de dépression mais presque, parce que la charge est très très lourde. Au-delà des soins à apporter, au-delà de l'accompagnement vers les personnes, enfin les professionnels, il y a toute la charge psychologique, émotionnelle qu'il faut porter. Cette charge de quand on est impuissant face à la vieillesse en fait, tout simplement. Psychologiquement, c'est très lourd, et surtout pour celles qui sont là au quotidien, 24 heures sur 24. Et quand la personne âgée est atteinte, par exemple, de la maladie d'Alzheimer, c'est pire, parce qu'elles se mettent en danger et elles mettent en danger les autres. Et donc, les aidants ont besoin d'être accompagnés, ont besoin d'être soulagés. Et pour ça, effectivement, il y a la maison des aidants. Il y a aussi un dispositif comme à Roubaix, la Gloriette, qui est la maison des répits, en fait, la maison du répit. C'est un accueil de jour où les aidants peuvent accompagner l'aider, la personne âgée. Et cette personne âgée sera accueillie en journée. Alors parfois une journée par semaine, parfois 2, parfois 3, parfois 4. Ça dépend du profil, ça dépend du besoin, ça dépend du projet d'ailleurs. Et ça permet à l'aidant de se soulager. Parce que il faut savoir que c'est comme quand on a un enfant en bas âge, il faut être aux aguets, il faut faire attention aux faits et gestes, et c'est vrai que c'est pouvoir déléguer un petit peu. C'est ça, t'as raison Lydie, il faut pouvoir déléguer, et pouvoir déléguer c'est compliqué parce qu'on délègue à qui finalement? Parce que là on va déléguer une journée ou une demi-journée, encore faut-il que la personne âgée puisse accepter d'être accueillie dans ce centre de jour. Et parfois, il y a ce qu'on appelle des week-ends de répit. Donc, on peut bénéficier de ces week-ends. Mais c'est vrai que les aidants ont parfois des difficultés à laisser la personne à une autre personne. Et parfois, ce sont des couples aidants. Enfin, des couples des hôtes qui accueillent la personne âgée pour que l'aidant puisse souffler et partir en vacances aussi. Et parfois, dans une même famille, vous avez 4-5 aidants. Et parfois, vous avez des familles très nombreuses dans lesquelles il y a un seul aidant. Et c'est souvent une fille ou un garçon qui est sacrifié, on va dire. Et parfois, il n'y a pas d'enfant. Et donc, la personne âgée est seule. Et donc, l'aidant, c'est le voisin, ou le voisin du dessus, ou le voisin d'à côté. Et donc, ces personnes-là ont besoin d'être soulagées. Et parfois, d'être écoutées. Et donc, c'est... Monia parlait de bénéficier d'un suivi psychologique, en tout cas d'une écoute psychologique. Et donc ça, c'est très important. Et donc c'est gratuit. Et donc la personne est écoutée par un psychologue, donc par un professionnel. Parce que c'est vrai que l'aidant, généralement, lorsqu'il est fatigué, épuisé, il en parle autour de lui dans sa famille, mais dans la famille, déjà, tout le monde est épuisé, fatigué, et donc il y a une lourdeur comme ça qui s'installe, et qui malheureusement, et heureusement, qui est légitime. Et c'est vrai que pouvoir être écouté à l'extérieur, par un professionnel à l'extérieur, on peut être soulagé, et surtout que les retours sont pas les mêmes, en fait. Donc il n'y a pas l'affect qui vient interférer dans la relation. Donc là, c'est de professionnel à une personne aidée. Et donc voilà pour les aidants. Je pense qu'il y a d'autres thématiques dans le livret, les filles. Est-ce que vous pourriez rappeler la maison des aidants? On retrouve, il y en a une à Roubaix, une à Lille, c'est ça? Oui.
Oui. Roubaix, Tourcoing et une à Lille. D'accord, ok. Et celle de Roubaix, elle se trouve juste à côté de la gare de Roubaix. Gare. D'accord, ok. Et celle de Lille, Lille. Hein. Je ne sais pas exactement où elle est. Mais bon, on peut se rendre à Roubaix comme on peut se rendre à Lille. On aura les mêmes informations. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres dispositifs qui vous semblent importants, qui ne sont pas forcément connus et qui seraient importants peut-être d'en parler là aujourd'hui pour que les personnes prennent conscience et puissent y accéder? Je pense qu'il est important aussi de parler des CLIC, donc Ouais. des centres locaux d'information et de coordination, parce que c'est comme les CCAS, donc un endroit où on peut s'y rendre, toute personne peut s'y rendre pour n'importe quelle information, et c'est des structures de proximité, donc on en retrouve souvent dans notre ville, tout ça, et je pense que c'est une structure que peu de personnes connaissent, même CLIC, c'est pas connu, Oui. mais c'est pourtant vraiment informatif et... D'accord. Ouais. Alors moi je pensais aussi à la maison du droit, la maison de la justice et du droit, les MJD. On vous a prévenu, hein, il y a énormément de sigles. Mais bon, donc c'est la maison de la justice et du droit en fait. On en a un peu partout sur le territoire, Roubaix, Tourcoing, Alluin, etc. Et on a aussi la maison des services à Roubaix et les CDAD, les centres départementaux. Alors AD d'accès au droit. Et donc en fait là c'est pareil, le droit c'est très large. Ça peut être le logement, ça peut être un litige, ça peut être une information sur des démarches administratives, ça peut être si on a été victime d'une discrimination ou en tout cas on a été malmené par l'administration. Ça peut être aussi, on peut être accueilli par la maison de la justice et du droit. Donc c'est un établissement dans lequel on retrouve différents professionnels, des notaires, des avocats, il y a des permanences gratuites. On a la maison, les associations d'aide aux victimes. Dites-moi les filles s'il y a autre chose. Mais il me semble que sur le territoire, voilà, on est un peu... On a quand même une chance à Roubaix, je pense qu'il faut le souligner. Roubaix a un tissu associatif qui est vraiment, vraiment développé. Et donc, on a énormément de dispositifs. Mais ce que tu disais tout à l'heure, Hakima, c'est qu'il y en a beaucoup. Mais on a le sentiment qu'on n'a pas accès à toutes ces informations. Et donc, on n'a pas accès à nos droits. Alors, j'aimerais m'arrêter avec vous sur la 10e thématique du livret, Vivre chez soi. Donc les politiques sociales du vieillissement, depuis quelques années, se tournent en tout cas vers le maintien à domicile. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les dispositifs qui existent pour accompagner les personnes âgées dans leur maintien à domicile? Donc le médecin traitant, il peut élaborer avec notre accord un plan d'intervention de professionnels de la santé. Il peut aussi avoir il y a un dispositif équipe mobile gériatrique interne-externe à l'hôpital de Roubaix. Donc il y a aussi les SIAD, donc soins infirmiers à domicile. C'est des services donc, où des infirmières elles interviennent à domicile pour n'importe quelle prestation. Il y a aussi les services d'aide à domicile, du coup, qui peuvent intervenir que ce soit avec ou sans prise en charge. Il existe aussi donc, tout ce qui est infirmier libéral, tout ça pour faciliter l'accompagnement, mais à domicile, permettre que le bénéficiaire puisse rester au maximum au domicile. Et tous ces dispositifs sont pris en charge par la CPAM. Donc, CPAM, Omonia, Caisse primaire d'assurance maladie, oui. et les couvertures complémentaires telles que la mutuelle et l'assurance. Donc tout est pris en charge en principe à 100%. Maintenant, à 100%, peut-être pas à 100%, puisqu'il y a la complémentaire santé en fait qui vient couvrir ce qu'on appelle le ticket modérateur, hein, le reste à charge. Il y a aussi des aides, et ça qui sont proposées par la CARSAT. Donc c'est une caisse unique au niveau régional hein, qui gère les retraites et qui peut aussi proposer des aides financières pour l'aménagement du logement, que ça soit justement pour maintenir au maximum les personnes âgées à domicile, refaire sa salle de bain, rehausser les toilettes par exemple. Tout ça, c'est un coût, parce qu'on ne se rend pas compte, hein, mais changer une salle de bain en douche par exemple, c'est un coût, ça peut aller de 10 000 à 20 000 euros selon la configuration de la salle de bain. Et donc là, la CARSAT peut prendre en charge, et parfois peut prendre en charge à hauteur de 60% lorsqu'il s'agit d'une perte d'autonomie. Et donc ça, c'est pas négligeable. Après, il faut savoir qu'il y a aussi d'autres organismes comme Humanis qui, elles,
se propose de gérer tous les dossiers d'aide. En fait, c'est elle qui, une fois que vous mettez en avant une difficulté, et donc elle va se charger de chercher l'aide financière finalement. Donc que ça soit la CARSAT, que ça soit l'ANA, que ça soit voilà, il y a plusieurs organismes. Et donc là, ça permet effectivement le maintien à domicile, puisque on est inscrit dans cette politique sociale aujourd'hui, et on a tout intérêt à axer cette politique sur le maintien à domicile, parce que si aujourd'hui on ne travaillait pas autour du maintien à domicile, notre système de protection sociale s'effondrerait d'ailleurs, puisque déjà il est déficitaire, donc avec la crise sanitaire c'est pire, mais en plus maintenant, sachant qu'il y a 11 millions d'aidants et qu'on est dans un contexte démographique qui ne s'améliore pas, à savoir qu'il y a un vieillissement démographique, qu'il y a une espérance de vie qui augmente, et donc on vit de plus en plus longtemps et en bonne santé. Le souci, c'est que les dernières années de notre vie, on va dépenser plus de 55% de soins de toute une vie, donc ce qui est énorme. Et donc la prise en charge à domicile est beaucoup moins onéreuse que dans les EHPAD par exemple. Donc les EHPAD, les hôpitaux, etc., c'est très très cher. Et donc là, en fait, l'État a plutôt axé sa politique autour du maintien pour éviter justement d'accroître ce déficit de notre système de protection sociale. Et donc on a tout intérêt, du coup, si on est dans le maintien à domicile, on a tout intérêt à accompagner les aidants et à faciliter les absences parfois des aidants, même des enfants à l'école, ou des salariés qui parfois ont quelques difficultés à s'absenter. C'est un statut qui est reconnu sur le plan juridique aujourd'hui, enfin en tout cas sur le plan politique, mais autour de soi, en fait, c'est pas un statut réellement reconnu. C'est normal, en fait. On vous dit c'est tout à fait logique, tout à fait normal que vous puissiez vous occuper d'un parent vieillissant, de votre époux vieillissant, etc. Oui, c'est normal, entre guillemets, parce que je sais pas ce que c'est la normalité, de vous à moi, mais ça paraît logique d'accompagner les personnes vulnérables, tout à fait. Encore faut-il qu'il faut aussi accompagner, encore faut-il être en capacité d'aider. Voilà, c'est ça, physiquement et psychologiquement. Et pour ça, il faut être accompagné par ces dispositifs-là. Donc c'est vrai que là, par exemple, on se dit, bah oui, la politique sociale a axé ces mesures autour de l'accompagnement des personnes âgées à domicile, mais on n'a qu'une maison des aidants à Roubaix, quoi. Il n'y en a pas à Troyes, il n'y en a pas à Luin, il n'y en a pas ailleurs. Et ça, c'est dommage. Mais bon, le livret permet déjà de connaître ces dispositifs et au moins qu'on puisse les utiliser et en bénéficier, parce que parfois les professionnels de ces dispositifs nous disent mais on accueille très peu de Chibani en fait. Bah oui, ils connaissent pas l'information, ils n'ont pas l'information. Donc voilà pour le maintien à domicile. Il y a la crise sanitaire qui a mis en lumière la très grande fragilité et la vulnérabilité des personnes âgées et des Chibani. Et on s'est retrouvé avec de nouvelles problématiques, avec la fermeture des frontières. Il y a beaucoup de questions qui se sont posées sur mais où est-ce qu'on va enterrer la personne, le rapatriement, comment ça se fait. Et il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés avec des parents qui sont décédés en se disant mais comment je vais faire ? Comment je fais ? Est-ce qu'il y a des dispositifs qui existent ? Est-ce que parce que les gens ils se sont retrouvés aussi vulnérables en ne sachant pas comment réagir et en posant des questions à leur entourage et donc ils avaient des bribes d'informations. Est-ce que cette partie-là, vous l'avez évoquée dans votre livret et quels sont les éléments que vous avez pu développer ? Je sais par exemple, c'est... la détresse dans votre regard. Madame Rani, sauvez-nous. C'est l'accompagnement en fin de vie, c'est ça. Hein. Oui. Mais en fait, l'idée, je pense que beaucoup de Chibani ont une assurance, déjà une assurance décès, pas une assurance vie, hein, c'est autre chose. Une assurance décès, et généralement, les assurances décès ont l'information. Et effectivement, depuis la crise sanitaire, on s'est retrouvés à assister à des enterrements qui ont été compliqués du fait que la personne n'a pas pu être enterrée dans son pays d'origine, et donc là on a des cimetières qui sont pleins. Par exemple à Roubaix, je pense aussi même en dehors de nos frontières, en Belgique, c'est quelque chose qui est très nouveau parce que
en Belgique, ils accueillent une grande communauté marocaine et c'est vraiment inscrit dans j'allais dire c'est culturel, mais bon, on le retrouve aussi au Maghreb de manière générale d'être enterrés au pays. Et là, une grande partie d'entre eux ont été enterrés en Belgique et puis les cimetières ont été très vite pleins. Alors quand on est confronté à un décès dans la famille, généralement il y a toujours un membre de la famille qui est en lien avec le responsable de l'assurance décès et puis ils gèrent ensemble l'accompagnement. Alors il faut savoir aussi qu'il y a des aides financières pour payer les frais d'obsèques. Et donc on a des aides financières à la CPAM, donc à la Caisse primaire d'assurance maladie, mais aussi apparemment à la CARSAT qui peut, selon certaines situations, peut débloquer un fonds pour financer les frais d'obsèques. Alors il y a le CCAS qui très très vite, mais ça il faut effectivement avoir l'information, dès le décès il faut aller avec un acte de décès pour pouvoir bénéficier d'une aide financière. Et ça se fait dans la semaine du décès. Donc c'est pas évident parce que on n'a pas forcément la tête à ça. Mais bon, c'est une démarche qu'il faut malgré tout avoir en tête et effectuer pour pouvoir bénéficier de cette aide financière. Sur le plan psychologique, on n'a pas grand-chose, si ce n'est que généralement les assurances décès. On en a présenté quelques-unes, la Souna ou El Wajib à Roubaix ou à Lille, qui proposent un accompagnement psychologique intense quand même pendant le décès, qui sont très forts. Ils ont énormément de conseils à donner aux familles. Et donc là, ce sont des informations qui sont très précieuses parce qu'il faut apaiser la famille. Et puis voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Ensuite, il y a d'autres aides, mais qui sont plutôt liées, je pense à la pension de réversion, par exemple. Donc là, on n'est plus dans comment on fait pour enterrer. Donc là, on sait que on peut être pris en charge. Là, pardon de te couper. Dernièrement, sur les assurances décès, j'ai entendu que certaines assurances ne prenaient pas en charge les personnes qui étaient décédées du coronavirus. Ils disaient que c'était un cas exceptionnel et que donc c'était pas pris en considération. C'est arrivé là cette semaine. Ah oui. Et donc vérifier peut-être avec les assurances décès qu'est-ce qui est pris en charge et si décédé à cause du coronavirus ou de la corona, c'est un motif de prise en charge. C'est arrivé récemment, j'ai entendu l'information. Donc si on décède du coronavirus, c'est une prise en charge. C'est pas pris en charge par l'assurance pour des gens qui auraient cotisé pendant des mois. Ah oui, parce que là, on a connu malheureusement une personne qui est décédée du coronavirus et qui a été prise en charge et qui a même été rapatriée au pays. Donc, en fait, je pense que on a une information qui n'est pas, qui peut changer selon les situations. Oui, c'est ça. Et je pense que d'ailleurs c'est un bon résumé parce que le livret, en fait, là on vous propose les dispositifs avec Monia et Lydie, tous les dispositifs existants, mais je pense qu'il faut aussi parfois, il ne faut pas hésiter à, j'allais dire entre guillemets, pas négocier, mais il y a toujours ce qu'on appelle, il y a toujours des particularités, il y a toujours ce qu'on appelle des situations exceptionnelles. Et donc il faut toujours un petit peu insister parce que parfois les dispositifs évoluent et parfois on l'adapte, alors qu'a priori sur le plan purement juridique il n'est pas adaptable. Mais il y a un mot d'ordre dans la tête de tous les travailleurs sociaux, en tout cas de toutes ces structures, c'est qu'on ne peut pas apporter une réponse unique pour des situations particulières. Et donc, généralement, on adapte les réponses. Et c'est vrai que même par rapport aux aides financières, il y a des possibilités de trouver des aides financières ailleurs qu'au CCAS ou à la CPAM, etc. Parfois, peut-être une complémentaire santé, on ne sait pas. En fait, il faut interroger toutes les structures pour pouvoir avoir une information. Vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ça ? Moi, je pense que c'est complet. Oui, je pense aussi. Mais bon, dans ce livret, c'est vrai qu'on retrouve beaucoup d'informations. Vous allez pouvoir le feuilleter. Il est je pense que Khadija disait qu'il est en version numérique sur le site shibani.fr. Et parfois, ne pas hésiter à appeler même les structures, même si vous avez un doute, n'hésitez pas à appeler. Vous allez toujours avoir un professionnel qui va pouvoir vous répondre. Et s'ils n'ont pas la réponse, vous orienter. Dans tous les cas. Ce conseil est important parce qu'on est en confinement et donc tous les horaires ont changé et donc parfois ça fonctionne que sur rendez-vous. Oui. Donc c'est vraiment important d'appeler avant d'y aller.
éviter de perdre du temps parce que les aidants, ce sont des gens en général qui ont une famille, qui ont une charge mentale super importante. Et pour les Shibani, ce sont des personnes qui sont vulnérables, dont les mouvements sont assez difficiles. Donc, il ne faut pas hésiter à appeler au préalable. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot avant de conclure ? Non, je pense que c'est assez complet. Ah oui. Moi, je veux dire un dernier mot quand même. J'ai pris plaisir à le faire. Avec Monia et Lydie. Ah oui, il y a pas un... Non, on a pris vraiment plaisir à le faire. Alors, c'est marrant parce qu'on s'est retrouvés dans chacune chez soi. Et donc, on s'appelait au téléphone. C'était agréable. Parfois, alors, on avait une certaine vitesse de croisière au départ parce qu'on estimait qu'on allait pouvoir finalement aboutir le travail, etc. Et finalement, les 2 dernières semaines, ça a été très, très, très intense. Et Monia et Lydie ont fait un travail remarquable parce qu'il faut savoir qu'elles sont en licence, mais elles travaillent en parallèle. Elles ont aussi une famille, des parents, des frères et sœurs. Et donc, elles ont pris le temps de faire ce travail pour faciliter l'accès aux droits des Shibani. Et donc, elles sont porteuses de valeurs qui sont très appréciables. Et moi, j'ai vraiment apprécié. Et donc, je voulais aussi, et je vais le répéter, parce que maintenant vous êtes présentes, je voudrais dire aux parents de Lydie et de Monia qu'ils peuvent être très fiers d'elles parce qu'elles ont fait un travail remarquable et elles sont vraiment très, très respectueuses. Elles sont beaucoup dans l'empathie. Et je suis très contente parce que ce seront des futurs professionnels qui vont être sur le terrain et qui vont pouvoir accueillir et accompagner de manière bienveillante le public. Et ça, j'en suis très contente. On voulait aussi dire un petit mot à Madame Rani et la remercier parce que c'est vraiment un honneur d'avoir participé à ce livret, à la construction de ce livret et d'avoir pensé à nous surtout. Et il n'aurait jamais été aussi bien réussi si Madame Rani n'avait pas contribué. Merci beaucoup Madame Rani. Merci à vous les filles. Alors, sur ces quelques paroles vraiment touchantes, je rappelle juste donc le site internet dans lequel vous pouvez trouver le livret, shibani.fr, c'est HIBANIS.fr. Je vous donne le numéro de téléphone de la coopérative Shibani également, 07 55 62 48 59. Et je finis par la boîte mail coopérative Shibani en attaché, coopérative Shibani avec le S 59 @gmail.com. Hakima, je te laisse le dernier mot. Ouais, le livret, vous pouvez le retrouver sur le site Shibani avec un s.fr. Il sera certainement disponible à la Maison des associations de Roubaix. On va également essayer de le distribuer dans les organismes qui ont comme public les personnes âgées, que ce soit le CCAS, que ce soit les foyers. Merci à vous pour cette émission de qualité, pour le travail que vous avez réalisé. Merci aux associations, à la Fondation Abbé Pierre qui soutient les initiatives citoyennes dans les quartiers populaires. Merci à Farouk à la technique. Une dernière petite chose. Ouais. Comme on a dit tout à l'heure pour conclure, le livret il a été édité en janvier et en fait l'idée c'est de pouvoir le réactualiser tous les ans. Oui. Voilà, c'est vraiment une base de travail. Donc effectivement, si les professionnels ont entre leurs mains ce livret, ils peuvent aussi apporter quelques modifications et nous faire un retour. Parce que l'idée, c'est de faire un travail collaboratif avec tous les professionnels de terrain. Merci à toi. L'émission se termine. Donc merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt. Merci.